Bonjour à toutes et à tous, ici Rémi Rivas. Avec beaucoup de retard et toutes mes excuses, voici enfin la vidéo sur notre événement de l'an dernier vis-à-vis des secrets de la French Tech. Je profite de cette introduction pour vous dire que nous sommes en train de préparer la seconde édition le 6 mars qui s'annonce exceptionnelle. N'hésitez pas à aller regarder et prendre votre place dans le lien en description. C'est le micro. Bah voilà, l'idée c'est à vous maintenant. J'espère que vous n'avez pas de questions. En tout cas, l'idée c'était vraiment de parcourir l'ensemble du cycle de vente, de la détection de l'opportunité jusqu'à la rétention client, en essayant de vous immerger dans notre quotidien, beaucoup d'outils, différentes cultures. Voilà, maintenant c'est à vous. Oui. Moi, j'ai une question pour Mojo, une question qu'on vous a sans doute déjà posée 10 000 fois. Est-ce que vous avertissez les personnes que vous appelez qu'elles sont enregistrées? Ouais, c'est une très bonne question. Et c'est une question en tant que commercial que j'y réponds à peu près une vingtaine de fois par jour. Donc je sais très bien répondre. Et donc effectivement, donc il y a vraiment deux types d'appels. Il y a les appels qui sont en visioconférence et les appels qui sont via la téléphonie. En fait, Mojo est un outil qui du coup doit très bien fonctionner vis-à-vis des règles RGPD qui sont en vigueur, donc la CNIL en fait qui met en place ça. Et donc typiquement quand on est en visioconférence, par exemple je suis en rendez-vous avec vous demain, monsieur, vous rentrez dans mon espace Zoom et en fait une petite pop-up va s'allumer et va informer le client qui est enregistré. Et donc là vous allez cliquer sur oui j'accepte d'être enregistré. Et ça m'arrive encore quelques fois que certains prospects me disent tiens c'est le moment je suis enregistré. Pour quelle raison? Et en fait, tout simplement, je dis au prospect qu'effectivement, j'enregistre tous mes appels dans le simple but que je veux être complètement focus et concentré sur ce qu'on se raconte, parce que c'est important pour moi, je n'ai pas envie de prendre de notes. Je vais être vraiment avoir une écoute qui est très active. Et si vous voulez, à la fin de notre échange, monsieur le prospect, je vous envoie également l'enregistrement de notre appel pour que vous aussi, vous puissiez revoir des points importants qu'on a abordés pendant cet échange. Et donc, en fait, c'est vraiment cette culture de win-win. Comment, rendre l'enregistrement qui peut être gagnant-gagnant pour un prospect. Ça, c'est quand je rentre sur ton Zoom, mais quand si ouais. directement. Ouais. Et donc, en fait, sur les appels téléphoniques, alors déjà, on ne peut pas venir se plugger à des appels, à notre téléphone portable pro. On peut pas venir enregistrer les appels sur des réseaux comme SFR, Bouygues Télécom ou Orange. Et donc là, il y a deux types il y a deux types de canaux, soit quelqu'un vous appelle, enfin appelle-moi, donc c'est ce qu'on appelle de l'inbound. Et donc là, en fait, tout simplement, des outils comme Aircall, justement, en fait, on peut mettre tout simplement une petite voix, ma propre voix en disant hello Damien, je vais te répondre dans un instant. Ça juste que pour te prévenir, je vais enregistrer l'appel et à tout de suite. Et donc à ce moment-là, le prospect effectivement est informé. Donc ça, c'est sur les demandes entrantes. Sur les demandes sortantes, en fait, là, il y a plusieurs écoles. Nous, ce qu'on considère être, nous, en tant que prestataire de service, on se doit de dire à notre prospect, vous devez impérativement informer votre interlocuteur qui est enregistré. Ça peut se faire en amont d'un échange, par mail, par exemple, et ça peut se faire au téléphone. Voilà. Donc oui, systématiquement, on dit, on prévient. Alors, on n'a pas besoin d'avoir un consentement oral. Le simple fait d'informer et d'informer notre interlocuteur qu'on connaît être enregistré. Si par exemple il nous dit non, là effectivement, on va enregistrer avec. Et vous êtes compatible avec la plupart des outils téléphoniques des boîtes? On a tous les outils téléphoniques, en général. Je crois qu'il y avait une question. Ouais, j'avais une question. Alors, déjà, merci à tous pour vos interventions, c'est cool. J'avais une question, c'est quand on sait, on fait souvent le dilemme entre le mass emailing et les mails ultra personnalisés. Est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle, ça servira demain de pont entre les deux? Et si oui, est-ce que vous l'avez déjà intégré, vous, à votre réflexion sales? Qui veut prendre le sujet? Je t'ai répondu à une question. Non, je peux essayer d'y répondre. C'est évidemment une très très bonne question et c'est évidemment des axes sur lesquels on va travailler. Déjà, toute l'automatisation qui est faite aujourd'hui, qui est proposée, apporte tellement de solutions, apporte tellement de simplicité, on fait tellement plus de volume. L'intelligence artificielle, à terme, nous permettra d'avoir un niveau de détail et de personnalisation encore plus pointu, peut-être encore plus, si on se projette vraiment sur le long terme, encore plus performante que l'homme. De toute façon, l'intelligence artificielle
tend vers ça. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui nous fait peur de temps en temps. Donc évidemment qu'il va y avoir des outils qui vont se développer comme ça. Évidemment que des outils comme Outreach ou comme d'autres vont travailler sur ces axes d'amélioration. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on gère les deux? Aujourd'hui, de toute façon, il n'y a pas encore d'intelligence artificielle permettant de répondre au niveau de personnalisation que peut apporter un humain. Donc on n'est que sur l'optimisation de process. Et je pense qu'il faut le voir aussi en termes de maturité de produit. Aujourd'hui, on explore avec Alan ChatGPT, notamment. Et pour info, nos fondateurs ont investi 50 millions d'euros pour, en tout cas pour explorer le sujet de l'intelligence artificielle, notamment avec des personnes qui travaillent déjà chez ChatGPT. Donc là, nous, on est un peu en phase d'exploration. Vu que le produit n'est pas encore hyper mature, aujourd'hui, les premiers usages, c'est autour des mecs de follow-up notamment, parce qu'on a déjà pas mal d'informations. Et je pense que quand le produit sera, enfin, quand on aura pas mal, en tout cas, utilisé la technologie, on sait quand l'utiliser, peut-être que là, on passera plus vers l'amont. Mais en tout cas, les premiers usages, c'est plus vers du follow-up, de ce que je comprends. On commence à le tester, mais en tout cas, la partie plus aval dont tu parlais, on ne l'a pas encore testé. Mais je ne serais pas surpris que ça arrive dans quelques temps. Ouais. C'est une partenariat. Partenariat. À quel stade de maturité de la boîte vous avez pu faire des partenariats? Est-ce que c'était vraiment early stage? Est-ce que vous avez dû attendre un petit peu la crédit pour justement faire des partenariats qui vont vraiment vous ramener? Ouais, c'est une très bonne question. Et en fait, au tout départ, quand on crée un partenariat, on se connaît et donc cette crédibilité, elle est là par le fait que voilà, on a une proximité. Mais en effet, nous, quand on s'est lancé et que, surtout dans un domaine comme le financement, on a vraiment envie de faire confiance à cet acteur et quand on va avoir sa banque, on a envie que ce soit quelqu'un qui soit vraiment structurant et quand on va avoir un fonds, c'est la même chose, etc. Et donc, en effet, nous, les logiques de partenariat, on a vraiment commencé à recruter une équipe une fois qu'on avait un nombre de clients suffisant, une fois qu'on avait une image aussi sur le marché qui était assez grande et assez positive pour pouvoir derrière mettre en place des partenariats. Aussi, pourquoi? Parce que le partenariat, au final, c'est du sales, comme on a expliqué ce soir. C'est du sales, mais pas direct, c'est plus du sales indirect. C'est des ventes très très longues. Et donc, on a besoin de mettre en avant aussi, comme on le ferait pour un Alan ou pour un Mojo, on a besoin de mettre en avant aussi pourquoi c'est pertinent de faire ce partenariat. Et pourquoi c'est pertinent et qu'est-ce qu'on met en avant? C'est très souvent de l'historique, c'est des faits d'armes, c'est voilà, j'ai tant de clients, j'ai telle proposition de valeur, etc., etc. Et donc c'est pertinent qu'on fasse ce partenariat. Et ça, évidemment, pour avoir cette historique, il faut passer un peu de temps dessus. Et je rebondis juste sur la question, je pense aussi en termes d'ordre de grandeur, à quel moment de la vie de la boîte ça arrive? Est-ce que c'est au bout de 50 clients? Est-ce que c'est au bout d'un an? Au bout d'un pourcentage, un montant de chiffre d'affaires? À quel moment tu le saurais estimer? Enfin, en tout cas, chez Silver, ça s'est passé quand, la création du pôle partenariat? En termes de temps, je ne sais pas s'il y a une timeline précise parce que les boîtes grandissent à des vitesses différentes, mais à partir de un peu plus de 100 clients pour une entreprise qui vend en B2B, ça devient pertinent. Voilà. Donc après, si c'est B2C, je suppose que c'est encore différent en fonction de la typologie de la boîte, du secteur. Je suppose aussi que ça change, mais voilà, nous on le faisait un peu au début parce qu'on se connaissait bien et c'est plus du réseau en fait que du partenariat pur et dur. Et une fois qu'on a vu qu'on avait des choses à proposer et que le retour sur investissement qu'on pouvait avoir derrière ces partenariats était très fort, et ben là on l'a structuré, on a mis une équipe avec des gens qui étaient dédiés par secteur, par typologie de partenaires et on a mis en place des process beaucoup plus solides. Ouais. Du coup, maintenant, en termes de volume de chiffre d'affaires, ça représente quoi chez vous? Ouais. Aujourd'hui, on a 3 canaux d'acquisition. Le premier, c'est le marketing. Le deuxième, c'est le growth. Et le troisième, c'est le partenariat. Le growth a toujours eu une part très importante, même par rapport au marketing, qui était au début 80-20, quoi. Avec le partenariat, ça évolue
un peu par palier, parce qu'en fait, quand tu mets en place des stratégies de partenariat, par exemple, bon, je parle de Silver, mais on a fait une intégration avec Conto, qui est une banque en ligne pour les entrepreneurs, et donc on s'est intégré de façon tech. Et donc, si tu veux, tu bosses pendant 6 mois dessus, et une fois que c'est live, en fait, ça explose, et tu as un flux continu qui est énorme. Donc, c'est pour ça que je dis que ça fonctionne par palier. Et donc, aujourd'hui, on doit être à 15-20% au niveau du chiffre d'affaires global, mais dès que en fait, tu signes des partenariats, alors en fonction de leur taille, en fonction du secteur, tu peux vraiment exploser. Tu vois, aujourd'hui, on discute, on est aussi sur Stripe, Amazon. Demain, on discute aussi avec la BPI. Tu vois, c'est des choses qui peuvent vraiment te faire passer à l'échelle très rapidement. Et d'où aussi ce que j'expliquais tout à l'heure, l'intérêt de tout automatiser, de tout traquer, d'avoir un flux qui soit très smooth, quoi. Chez Aircall, par exemple, c'est presque 40% de revenus. Et peut-être pour compléter, par exemple, nous chez Alan, il y a un parti pris fort qui est de se distribuer en direct. On s'est posé longtemps la question de est-ce qu'on se distribue en marque blanche pour d'autres mutuelles qui ne soient pas digitalisées. Le parti pris, c'est non. Donc nous, on n'a pas de stratégie de partenariat. Pour le coup, on se distribue en direct. Donc c'est aussi un parti pris vis-à-vis des fondateurs. À quel point je veux garder la relation, à quel point je veux garder mon image de marque. Mais en tout cas, se distribuer via des tiers et nouer des partenariats, c'est aussi une question stratégique de fond et vis-à-vis de la culture. Et même au-delà, je me permets juste, et puis après on prend ta question, mais même quand on est partagé par un tiers, le tiers peut dire, écoute, le client que j'ai, je te l'envoie, tu te débrouilles. Il peut aussi dire, non, mon client, je veux garder la relation avec lui, je vais faire tout le process de self-sign-up pour lui. Et donc il y a ça encore en plus à intégrer en plus des marques blanches, etc. Pour la distribution, Alan, au début, vous faisiez du client classique, et après, vous avez décidé de faire que de l'entreprise, non? Oui, très juste. Ouais. Pourquoi? Question de rentabilité, aussi de temps passé versus impact, en fait, retour sur investissement. Aujourd'hui, c'était très compliqué de justement passer à l'échelle avec des logiques individuelles. Tout simplement ça. 7 jours. Pardon? 7 jours pour décider. 7 jours pour décider à travers une issue GitHub. Mais, et pour le coup, après, il y a aussi un parti pris des entreprises allant jusqu'à 30 salariés, il me semble. C'est tout automatisé. Donc là, pour le coup, ils ne voient pas de commerciaux. Ils ont juste à remplir un questionnaire un peu bien fait et ils ont des offres poussées. On peut souscrire de façon autonome. 30 et plus, 10 et plus ou 30 et plus? 30 et plus. Après, à partir de 30, du coup, on passe avec une logique plus commerciale avec un interlocuteur chez Alan. C'est assez rare d'atteindre les 30 d'ailleurs, parce qu'on a tendance à déployer des notions techniques. Et comment pour se développer à l'étranger pour avoir des questions? Roman, tu veux prendre. Je sais que Aircall sont pas. Tu veux prendre le. Vous êtes dans 8 pays? Enfin, Aircall est dans 8 pays? Il y a 8 bureaux à travers le monde, mais par contre, on est dans tous les pays du monde. On a vraiment du business partout. Et là, la stratégie, justement, ça a été d'ouvrir un bureau par région parce qu'on a besoin d'être sur le même fuseau horaire. Et autre chose, on a énormément fait d'acquisitions, du coup, en termes de partenariat. Moi, je disais tout à l'heure, c'est presque 40% chez Aircall. Les partenaires, c'est vraiment la clé du succès chez Aircall. Et dernière chose, on va recruter des locaux, des gens qui comprennent le marché, la problématique du marché, qui parlent le même langage pour s'assurer qu'en termes de sales, ce soit plus efficace. Et je peux compléter sur Alan est présent en France, en Belgique et en Espagne. Et nous, on est un marché régulé par la loi. Il y a beaucoup de lois autour de la mutuelle. Donc nous, on est tout simplement allé dans les marchés où il y avait des concurrents qui n'étaient pas très bien installés, pas très digitalisés. Et la loi nous permettait, l'effort pour avoir des agrémentations était faible. Et justement, du coup, on partait de là. Agrémentation plus faible, donc accès au marché plus simplifié, plus du coup des concurrents qui sont peu digitalisés, donc opportunité d'aller à l'international pour nous. Ouais. On fait un peu avec quoi la question sur le développement, le stade de développement au niveau des partenariats, ou respectivement du coup Veillot,
Alan et Mojo. À quel moment, du coup, est-ce qu'il faut aborder cette problématique dans le stade de développement d'une startup, des problématiques de rétention? Quels sont les éléments déclencheurs en fait, qui vont faire qu'on va s'intéresser à ces aspects du business en fait? Donc autant au niveau de la rétention que de la culture d'entreprise, que de l'analyse et de la mise en place des optimisations. Voilà. Je sais que c'est pas facile, comme question, mais on va avoir un ordre d'idée. Déjà, on a tendance à dire le plus tôt c'est le mieux. Je pense pour la rétention, à partir du moment où tu commences à avoir un peu trop de clients et que tu te rends compte que ça prend trop de pourcentage de ton temps à gérer, il faut commencer déjà à recruter et à se dire qu'il faut quelqu'un dédié pour gérer ça. Et ensuite, je pense que intelligemment, si tu vois que tu as des clients qui commencent à partir, c'est tout de suite remise en question. Pourquoi, comment je peux faire pour que la prochaine fois, il n'y en ait pas un qui parte, et toujours être dans le process d'analyse derrière où tu sors des stats, tu réfléchis vraiment à ce que tu peux améliorer et pour pas reproduire les erreurs en fait. Et moi, je suis assez convaincu qu'en fait, il faut faire des débuts, parce que imagine que tu as un seau et tu mets de l'eau, si le seau est percé, tu vois, ça a aucun sens, tu vas faire de l'acquisition, mais tu vas perdre tout de suite tes clients. Donc j'ai envie de dire, en fait, il vaut mieux se concentrer à satisfaire tes premiers clients pour faire fonctionner le bouche-à-oreille, co-construire ton produit avec tes premiers clients, du coup, faire améliorer ton produit, et ça va te servir de référent comme on a vu, et ensuite tu grossis comme ça. Plutôt que de se dire je fais full acquisition, masse acquisition, et en fait je m'aperçois que derrière tout le monde s'en va au bout de 6 mois parce que ça répond pas à leurs besoins et le produit n'est pas assez échelé, pour le coup je trouve que ça n'a pas forcément de sens. Je me permets juste de rebondir là-dessus, sachant que si on fait du financement, ce genre de choses qu'on appelle le churn, le taux d'attrition, c'est une des métriques phares que l'on va regarder parce que ça nous permet d'établir des cohortes. Et très souvent, il y a certaines boîtes, alors en fonction du type de business model B2B ou B2C, les taux d'attrition sont très différents. Mais pour nous qui faisons du financement, pour dire si oui ou non on va te donner de l'argent, on va regarder cette métrique-là. Et parfois, ça peut être une métrique qui va venir faire un logo, en fait, de nous dire en fait 30% de taux d'attrition par mois, le produit, soit il y a un problème avec le produit, soit il n'est pas assez évolué, soit la boîte aussi est trop jeune, elle n'a pas encore trouvé son product market fit, et donc du coup, on ne va pas pouvoir lui mettre à disposition les fonds. Donc c'est aussi, c'est très important du coup de s'en occuper, parce que ça peut avoir des impacts au-delà de toi, ton business et ton chiffre d'affaires en tant que tel. Tu vois, nous qui faisons du financement, on peut te dire, en fait non, à cause de ton churn. Et je rebondis là-dessus, je pense que ta question c'était aussi à quel moment de la vie d'entreprise tu investis des ressources dans la rétention, tu crées des équipes. Chez Alan, on vient tout juste de créer l'équipe CSM, après 7 ans. Donc avant, comment on faisait? On avait des équipes Customer Marketing, donc on avait des CAM qui géraient les grands comptes, et tout le reste, c'était géré par des séquences d'emailing. Donc on prenait le temps de bien designer les séquences d'emailing en fonction des cas d'usage, mais tout était géré par le marketing et tout était envoyé par email. Et donc du coup, vous avez mis ça en place à partir du moment où vous avez observé qu'il y avait des clients qui partaient. Exactement. Okay. C'est un peu l'élément déclencheur. Mais le but, c'est de le mettre avant que tous les clients partent pour aller chercher des fonds et autres. Ouais, ça marche pas, merci. Déjà, merci beaucoup pour votre intervention. J'ai une question pour Mojo et Alan. Comment vous adaptez votre stratégie commerciale suivant du coup, les comptes que vous avez? Parce que je suppose que c'est différent, vous avez une approche et une position différente entre, je sais pas, une structure ou une PME ou une start-up vs un grand compte qui sont ceux qui ont des sociétés. Je pense. Écoute, tu as totalement raison. Tu as totalement raison dans le sens où les cycles de vente vont être complètement différents en fonction de la taille du client. Et c'est pour ça que, par exemple, chez Mojo, on a vraiment divisé ça en 3 segments. On va avoir le segment small, où ça va être des entreprises qui sont entre 50 et 0 employés. On va avoir le segment mid-market, qui est en gros le cœur de cible chez Mojo, où c'est toutes les boîtes qui sont entre 50 et 500 employés, et après on va avoir le segment large entreprise. Et pourquoi on a fait ce segment-là? D'ailleurs, c'est très récent, on a mis ça en place il y a 3 mois maintenant. C'est qu'en fait, on s'est rendu compte, moi en tant que commercial, que je devais gérer des deals
où il y avait 15 employés et j'arrivais directement à avoir le decision taker, pardon. Et je passais donc 1 heure en visio avec cette personne-là. Et 15 minutes plus tard, je parlais avec Nespresso et c'était une conversation qui était complètement différente. Et donc en fait, c'est comment tu maximises la façon dont tu vends ton outil pour que en fait, tu puisses toujours, sans cesse, avoir le même type de cycle de vente et ne pas passer d'une boîte de 15 employés à un groupe d'Alan, quoi. Donc oui, t'as raison. Je peux essayer de compléter un petit peu. Nous, on a aussi cette segmentation en termes de volume et de taille de boîte. Donc, on va parler de small accounts, medium, large, very large, enterprise, que vous connaissez sûrement. Et puis après, on va avoir une segmentation sectorielle. On a par exemple des segments HCR pour l'hôtellerie-restauration, on a le retail. Je dirais que finalement, tu me dis si je me trompe, Max, mais je dirais que le cycle de vente foncièrement est assez similaire. Bien sûr, il va être beaucoup plus long selon la taille de boîte, mais en tout cas, sur du sectoriel, je trouve que c'est assez similaire. On va tendre vers quelque chose d'assez rapide, parce qu'en fait, notre promesse, elle est claire. Notre produit, il est simple, il est clair, et c'est ce qu'on veut véhiculer. Et si ça fit, en fait, ça peut fitter très très vite. Donc, évidemment qu'un restaurateur ne va pas avoir les mêmes pains, les mêmes enjeux qu'un responsable de magasin, naturellement. Donc forcément, le pitch sera un petit peu différent, mais vraiment dans l'approche, dans la manière de présenter notre produit, notre solution, et notre manière de savoir si ça répond à leurs enjeux, et le temps que ça prend, le temps du cycle de vente, je trouve que si on sort de la taille de l'entreprise, c'est assez similaire. Question à 1 million. Comment on reste motivé sans variable? Comment on a encore faim sans variable? C'est une très bonne question. J'aurais adoré. On répondre au tour d'inverse. C'est d'en passer à l'apéro. On y répond rapidement. Moi, j'ai pas. Tu vois, je te tutoie, pardon. J'ai pas le background, j'ai pas le passif d'un sales, donc je pourrais pas te dire ma vie a changé. J'aimerais vraiment avoir ce recul pour te répondre plus concrètement. Mais comment est-ce qu'on va se motiver? Elle est où la carotte? Déjà chez Alan, la carotte, elle va plutôt vraiment sur l'aspect financier, de salaire. Elle va être sur le fixe. Ça veut dire que déjà, si tu atteins tes objectifs, il y a des objectifs qui sont fixés. On a parlé tout à l'heure de flexibilité, d'autonomie. La vie paraît belle comme ça. Honnêtement, elle est plutôt confortable chez Alan, mais il ne faut pas oublier qu'on a des objectifs élevés. Il y a des objectifs qui sont très importants. Si tu atteins tes objectifs, tu es déjà candidat pour faire partie d'un process qui te permettrait d'avoir une augmentation de ton salaire fixe. Donc déjà, il y a ça. Et que tu peux aller chercher 2 fois par an. Donc tu peux aller chercher 2 augmentations fixes. C'est pas avoir du variable. Pour moi, c'est pas du tout la même chose, même si on peut s'y rapprocher parce qu'on peut avoir des augmentations régulièrement. Après, l'augmentation de salaire, elle passe aussi par un passage de niveau. C'est pas uniquement on va te donner 3 cas fixes en plus parce que tu as bien fait ton taf. Non, tu as aussi un passage de niveau qui va t'imposer de nouvelles responsabilités, qui va t'imposer de prendre de l'ownership sur des sujets internes à craquer. Donc tu as tout ça. Donc ta motivation, elle est là-dessus, sur ton évolution dans la boîte. Parce que ton évolution, elle est en parallèle sur l'aspect salarial que sur l'aspect ownership, responsabilité. Enfin, j'espère avoir un peu répondu. Du coup, il n'y a pas d'incentive collectif, puisque vous prenez vachement ce côté transversal. Mais il n'y a rien en équipe, je veux dire, un trophée ensemble à aller chercher, une récompense collective financière. C'est les BSPCE, je dirais que honnêtement, ça va tourner autour de ça. Il n'y a pas d'objectif collectif, il n'y a pas ok la team on doit faire ça, si on a ça, on est tous valorisés. Non. Et peut-être, en tout cas moi l'avantage que je vois aussi, c'est que tu as accès à des discussions que tu ne pourrais jamais avoir dans d'autres boîtes. Genre par exemple ce qui se dit entre le board des investisseurs et mon CEO. Ça, ce sont des informations cachées. Là, ils publient le deck investisseur et ce qui se dit en meeting. Donc, j'y trouve aussi un intérêt de moi apprendre plein de choses, d'autres métiers, et aussi d'avoir des projets transverses à côté. Ce que je vous propose, c'est que on passe à l'apéro. Oui, pas tout de suite. Si vous avez d'autres questions, on est bien évidemment dispo autour de la table. On a cassé un record ce soir, on a appris des choses passionnantes avec un sujet dense. Il y a une personne qui vient de partir, elle m'a croisé, elle a dit c'est génial, il fallait en faire 2. Genre il y a tellement de richesse et tout, il fallait faire 2 événements tellement c'est dense. Enfin, moi c'est comme ça que je l'ai vécu, j'espère pour vous aussi. Vous allez vouloir vous lever, et je n'aurai que quelques mots pour vous, champagne Rothschild, vin Saint-Émilion, etc., buffet. Néanmoins, avant de le faire, il faut scanner ça et nous donner votre mail, sinon on ne pourra pas vous envoyer les slides et les vidéos, et ça serait quand même vachement dommage. Donc du coup, je vous laisse sortir vos smartphones, scannez ça,
nous donner vos coordonnées, et quand ça sera fait, et bien vous tournez vers le buffet, on continue la conversation. Merci, et merci à nos invités.